mois, nouvelle thématique et nouveaux intervenants sur Financium. Dans cette table ronde, nous allons parler de la prise de risque et de la gestion de l'incertitude. Les risques géopolitiques, sanitaires et environnementaux n'ont jamais été aussi nombreux et doivent donc être intégrés dans la gestion et le pilotage des entreprises. Comment les dirigeants doivent-ils réagir? Comment tenir compte de tous ces paramètres? Il faut faire preuve de courage managérial, allant parfois jusqu'à se réinventer. On va en parler avec nos invités. Pascal Ferron, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Walter France. Victor Caro, cofondateur de Comet Meetings. Bonjour. Christian Resson, cofondateur de Mano, qui sera en visio avec nous. Bonjour à vous, Christian. Et Philippe Vivien, à mes côtés. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Alixio. On va démarrer avec vous, Pascal Ferron. Vous dirigez un réseau de cabinets d'experts comptables qui sont finalement des entrepreneurs dans l'âme. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise sanitaire, cette crise économique au sein même de votre organisation? Très bien, merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes des entrepreneurs. On se considère comme des entrepreneurs aux côtés d'entrepreneurs, en expertise comptable, en audit, en conseil, divers et variés. Mais avant tout, nous avons une stratégie personnelle et nous avons un certain nombre de collaborateurs, plus de 1000 en France à gérer. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, après le choc de départ, on l'a plutôt très bien vécu et ça s'est plutôt très bien passé. Mais il faut revenir dessus. Beaucoup d'entre nous étaient encore un peu dans le déni au départ sur la possibilité d'avoir un shutdown tel qu'on l'a eu lors du premier confinement. Bien sûr, on regardait à la télévision ce qui se passait en Chine, mais c'était un peu compliqué. Mais alors, très rapidement, quand c'est arrivé, on a mis en place tout un tas de choses qui étaient prévues de mettre en place au fur et à mesure des années. Et finalement, ça a été très rapide, en l'espace de même pas une semaine. On a mis plus de 1000 collaborateurs en télétravail, en créant des liaisons VPN, créant des groupes WhatsApp, etc. Et en restant surtout aux côtés de nos clients. Donc il y avait la stratégie pour nous et surtout aussi vis-à-vis de nos clients pour pouvoir les soutenir à la fois d'un point de vue moral et surtout compte tenu de tout ce qui allait se passer d'un point de vue économique. Pour vous donner un exemple, le 27 mars, c'est pas moins de 17 ordonnances qui ont été publiées au journal officiel. Donc il fallait informer tout le monde de manière à ce qu'ils soient rassurés sur ce qu'il fallait faire. Alors, vous l'avez dit, il y a les mesures urgentes qu'il a fallu prendre, et puis il y a aussi la réflexion sur l'avenir, sur le moyen et long terme. Comment est-ce que vous avez aidé vos clients à s'adapter, à réfléchir à l'après, à avoir un temps d'avance? C'est une question de créativité, d'innovation, de prise de risque? C'est une question primordiale. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui en permanence analyse les risques et les enjeux, et les risques et les enjeux évoluent, et en fonction de ça, il doit prendre un certain nombre de décisions. Donc nous, on a eu tout de suite deux axes. Le premier, c'est gérer l'actualité et comment on fait pour passer la crise. Le deuxième, c'est en profiter pour réfléchir à la stratégie. Est-ce qu'il faut la redéfinir? Est-ce qu'il faut repenser les business models? Et dans ce cas-là, comment il faut le faire? Surtout pendant la période du premier confinement où beaucoup de gens étaient chez eux et finalement on n'avait rien à faire. D'autres que de réfléchir. Donc là, de deux choses l'une, où on procrastine, où on réfléchit positivement à la stratégie. Et donc nous, tout notre objectif, c'était les dégager du quotidien, de manière à ce qu'ils puissent gérer la stratégie du quotidien avec plutôt de la tactique du quotidien, avec les PGE, le fonds de solidarité, etc., pour qu'ils se concentrent sur la réflexion stratégique. Alors, et là, je dois dire, j'ai été particulièrement surpris de la créativité d'un certain nombre de clients. Vous restez avec nous parce qu'on va donner la parole à deux chefs d'entreprise dans deux secteurs très différents. On va d'abord rejoindre en duplex Christian Resson. On a beaucoup parlé des secteurs qui avaient profité de la crise. Vous en faites partie. Le secteur du bricolage. Racontez-nous, les Français se sont mis à bricoler chez eux. Ils se sont retrouvés avec une âme de bricoleur. Alors je parle de beaucoup de monde, sauf de moi sans doute, pendant le premier confinement, et votre entreprise a doublé de taille. Racontez-nous. Oui, merci, bonjour, ravi d'être avec vous ce matin. Alors, je ne sais pas si le terme profiteur de crise est un bon terme
pour ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'on a été vraiment porté par ces différentes crises sanitaires. En effet, la maison est devenue un peu le centre de tous les Européens, parce que nous sommes présents dans 6 pays, mano mano. Et aujourd'hui, ben, comment dire, les citoyens se sont rendus compte qu'à la maison, il fallait enseigner les enfants, on pouvait voyager également, on pouvait travailler, on pouvait faire ce qu'on faisait au quotidien à l'extérieur. Maintenant, on pouvait le faire dans sa maison. Donc, il a fallu aménager beaucoup de choses dans sa maison. Et c'est vrai que ça nous a un peu révélé un peu certaines catégories de produits que nous ne vendions pas avant la crise et qui ont été fortement vendus. Et c'est sûr que si on compare notre chiffre d'affaires du mois de février au chiffre d'affaires du mois d'avril, on a fait x4. Donc il a fallu gérer cette forte croissance. Et je ne vous cache pas que en janvier, on était plus en train d'essayer de faire des plans pour savoir qu'est-ce que ces shutdowns allaient impliquer pour notre business. On était plus en train de faire des plans pour dire comment on allait licencier, comment on allait faire pour s'adapter à cette crise-là, que le contraire. Donc on a eu vraiment extrêmement de chance d'être porté par cette forte croissance de la part de nos concitoyens européens. Voilà. Faire x4 en 2 mois, beaucoup de téléspectateurs doivent vous envier. Comment on gère ce succès immédiat, cette demande qui afflue? J'imagine qu'il a dû falloir faire preuve de beaucoup d'agilité. Oui, puisque comme je vous l'ai dit, nous on est plutôt prévu le contraire, de diviser le chiffre d'affaires de la boîte par deux, et finalement c'était le contraire. Donc la première chose, on était vraiment en crise, donc il y a eu quand même des réflexes de crise entre guillemets, sécuriser d'abord nos salariés, donc du jour au lendemain, comme à peu près tout le monde, 600 salariés en full remote, donc en télétravail directement. Heureusement qu'on avait eu les grèves de fin d'année précédente pour s'entraîner à faire du télétravail, mais donc ça nous a bien servi. Et donc donc sécuriser nos salariés, deux, sécuriser l'ensemble de nos partenaires, parce que nous sommes une marketplace, donc nous travaillons avec 5000 partenaires en Europe, et eux aussi avaient des contraintes physiques, de distanciation, de sécurisation de leurs entrepôts, etc., etc. Donc on les a également beaucoup aidés pour qu'ils puissent tenir le business. Et par conséquent, il a fallu, par exemple, on a envoyé des masques, on a envoyé du gel, on a envoyé plein de choses pour que les gens continuent à travailler. Mais on a dû fermer à peu près un tiers de nos partenaires qui n'avaient pas ces conditions de travail-là. Donc, il a fait qu'on se coupe d'un tiers de nos partenaires. Et puis, troisièmement, c'était sécuriser surtout nos opérations. Et comme vous dites, passer de 1 à 4, ça change à peu près tout dans une entreprise. Donc, en termes de logistique, en termes d'IT, puisque pareil, quand vous avez 4 fois plus de clients sur vos sites internet. Donc, le fait qu'on s'adapte extrêmement rapidement. On avait des plans de résistance, mais certains ont lâché, certains ont tenu. Mais c'est vrai que le premier mois, c'était vraiment un mois d'adaptation pour essayer de retourner à la normale, dans le sens où en faisant x4, ça devait redevenir notre nouvelle normalité, et donc faire travailler l'ensemble de la société pour ça. Donc, c'était très challenging, mais ce qui était intéressant, c'est que finalement, certaines personnalités de la boîte se sont révélées. Donc, la gestion de crise, ça révèle également des nouveaux talents. Donc, ça nous a fait adapter à cette crise qui devient maintenant une crise permanente. À la fois les salariés et puis les managers, j'imagine. Il y a certains managers qui se révèlent complètement dans un contexte exceptionnel. Exactement ce que je disais. Voilà, il y a des managers qui sont très très bons, meilleurs en crise que dans la normalité, que dans le détourné. D'autres en revanche, d'autres qui se sont pas écroulés, mais qui ont eu beaucoup plus de difficultés à s'adapter à ce nouveau mode de vie. Les gens qui étaient plutôt extravertis, qui avaient besoin d'avoir leurs collègues autour d'eux. Donc, c'était très compliqué d'être en confinement. Donc, chacun, voilà, a réagi avec sa propre sensibilité, avec ses propres armes. Et on va dire que on a réussi à surmonter ça. Et la preuve, c'est qu'on a pu embaucher depuis le début d'année, donc depuis le confinement, 200 personnes. Donc, on a pu également onboarder. Personne. Donc, c'est-à-dire que la vie a continué. On a pu voilà, faire venir des nouveaux salariés chez Manamano. Ça a dû demander une certaine agilité pour la direction des ressources humaines. On le disait, hein, ce contexte il est exceptionnel, mais cette passion du bricolage, vous estimez qu'elle est durable? Comment est-ce que vous voyez l'avenir à la fois de votre secteur et surtout de votre entreprise? Notre secteur c'est un secteur extrêmement résilient. Alors que même en période de crise, il va faire moins 5%, et quand tout va bien, il fait plus 5%.
En 2008, la croissance était de 0. Donc, en termes de, même durant des fortes crises, ce secteur est résilient, ça s'explique, puisque généralement, quand il y a une crise, vous ne voyagez plus, vous ne sortez plus au restaurant, mais vous vous occupez toujours de votre maison, qui est quand même votre cocon. Donc, on a vraiment de la chance d'être sur cette industrie qui est extrêmement résiliente. Deuxièmement, la digitalisation de l'industrie euh, a démarré il y a une petite dizaine d'années. Donc, on a eu de la chance, on s'est lancé il y a 7 ans. Donc, il y a encore, notre croissance, elle va être à 3 chiffres cette année. Donc, on a beaucoup de chance, un, sur un secteur résilient, et deux, sur cette digitalisation qui n'avait pas été faite, sur lequel on était précurseur partout en Europe. Donc, ça nous porte également sur ces créneaux-là, sur cet environnement. Et troisièmement, oui, c'est sûr que la digitalisation n'est pas un feu de paille dans notre environnement, puisque je te dis, il y a des nouveaux produits qu'on n'osait même pas acheter il y a 6 mois sur Internet ou il y a un mois sur Internet. Aujourd'hui, ben, on ose le faire. Parfait exemple de la peinture. Je crois qu'on a été les premiers vendeurs de peinture en France et en Europe durant le confinement. Et on voit que ça perdure, dans le sens où ce n'est pas une cloche. On a passé une étape. Et je pense que c'est à l'aune de beaucoup de secteurs en Europe où la demande est restée haute, même post-confinement et après les nouvelles dispositions plus de liberté entre guillemets de consommation en magasin, etc. Donc disons que ça a vraiment accéléré et on le voit quand on voit un peu les trends de Google, quand on voit un peu les chiffres qu'ils nous donnent. Tous les secteurs, vraiment tous les secteurs, je ne parle pas des secteurs sinistrés, le voyage, etc. Tous les secteurs ont pris entre 20 et 50% de demandes supplémentaires de demandes sur Internet. Donc c'est important de se dire que la digitalisation, si on l'a pas encore faite, c'est véritablement, si c'était un jour ou jamais, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, puisque maintenant la demande se reporte véritablement sur Internet. Christian Resson, vous restez avec nous. Je me tourne vers Victor Caro, cofondateur de Comet Meetings. Alors peut-être avant de nous parler de la situation actuelle et de vos perspectives, peut-être un mot sur votre société et votre secteur qui a été impacté directement par les deux crises sanitaires. Oui, alors bon, je vais commencer par la conclusion, donc attention spoiler, mais je pense que cette année, malgré le drame qu'elle représente, est un accélérateur incroyable pour notre business. Pour le comprendre, il faut comprendre ce en quoi on croit, et on croit dans le fait que le monde du bureau vit sa révolution la plus grande, et ce depuis 5 ans, et très fortement accéléré cette année-ci, avec finalement des entreprises qui vont soit décider de garder du bureau, mais vont devoir expliquer à leurs équipes pourquoi elles leur demandent de revenir, et donc d'en faire des vrais lieux de destination attirants, soit les entreprises qui vont réduire partiellement ou totalement leur surface de bureau et par conséquent vont faire face à une crise de la collaboration et du lien. Et finalement, ce sont deux activités qui ont été pour l'une très impactées par cette année et pour l'autre très fortement développées. Nous avons une activité Comet Meetings qui est un réseau de lieux. Nous avons 7 bâtiments, France, Belgique, Espagne, qu'on renouvelle l'année prochaine, dans lesquels nos clients viennent pour une réunion d'un jour. Donc c'est un séminaire, une réunion de travail, une réunion stratégique à la journée où elles sortent de leur cadre pour se ressourcer, pour mieux réfléchir. Donc là, Et donc là, naturellement, mars, coup d'arrêt à la mi-mars, avec nos bâtiments qui sont encore fermés aujourd'hui et qu'on espère rouvrir début janvier avec assez peu de visibilité. Et de l'autre côté, une activité qui est de dire, et qu'on avait lancée avant la crise, qui est de dire, vous avez des bureaux, vous réalisez bien à quel point ces bureaux deviennent un élément capital pour attirer et retenir vos talents, et bien en fait, faites appel à des spécialistes pour en faire des lieux de collaboration avec du service. Et donc finalement, ces deux activités ont vécu très différemment, mais les deux activités sont finalement propulsées par cette crise, étant donné que ce qu'on réalise bien là en ce moment, c'est que, en fin de compte, le bureau va devenir un lieu de réunion. Vous allez y aller pour vous réunir, pour collaborer. Tandis que lorsque vous aurez besoin de travailler seul, vous pourrez le faire depuis chez vous. Ouais, vous proposez aujourd'hui des contenus aux entreprises pour les aider à sortir de la crise. Parlez-nous un peu de vos offres. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui que vous n'auriez pas proposé il y a quelques mois encore? Alors déjà, on est convaincus, nous, qu'on fait tous trop de réunions et qu'il faut réduire les réunions qu'on fait et qu'il faut se concentrer sur les réunions stratégiques. Et que les réunions stratégiques, elles vont être positivement impactées à la fois par l'environnement, le contenant, donc c'est où le faites-vous avec quel service, et également par le contenu. Comment structurez-vous ce contenu, avec quelle méthodologie? Et ça a toujours été notre conviction, mais cette année, on a eu la possibilité, avec nos bâtiments de réunion qui étaient fermés, de se concentrer sur le contenu. Et pendant le premier confinement, par exemple, nous avons développé une méthode qu'on a appelée Reboot, en bon français, qui permet de réengager les équipes au sortir d'une crise, que ce soit une crise comme un confinement, que ce soit une crise comme un plan de licenciement. Et donc c'est
ça, cette méthodologie, nous l'avons développée avec quelques-uns des plus grands experts de la gestion de crise, qu'ils viennent du monde militaire, qu'ils soient anciens ambassadeurs en charge de la gestion de crise à l'Élysée, et ainsi de suite, pour définir une méthode qui, en une journée, permet aux équipes de se remettre d'aplomb, de réégaliser les niveaux d'énergie et d'implication, et ensuite d'aller de l'avant. Ouais. Recréer du lien, ressouder finalement une entreprise après des mois de crise et puis des mois de télétravail à distance. Et finalement, Olivier Véran parlait du risque de troisième vague qui serait une vague plutôt psychologique. En réalité, le risque énorme auquel toutes nos entreprises font face aujourd'hui, c'est le fait, certes, pendant un temps, de s'être mis dans un cocon pour ne pas être face au risque épidémique, mais à côté de ça, le risque de perte du lien va être monstrueux. Et quand on sait à quel point ça prend des dizaines d'années pour créer une culture d'entreprise et à quel point en quelques mois on peut la détruire, nous, tout notre enjeu, c'est de dire demain, vous pourrez choisir de garder des bureaux. Et dans ce cas, on viendra avec notre activité Comet Buildings pour créer des lieux de collaboration, amener du service pour en faire finalement des bureaux à la GAFAM, mais appliqués à votre culture d'entreprise. Ou bien vous dire, nous mettons à disposition notre réseau de lieux et nos méthodologies pour faire en sorte que vous réussissiez enfin à recréer du lien et à collaborer de nouveau. Ouais. 1 à 2 jours de télétravail par semaine, ça va devenir la norme selon vous. Il va falloir s'habituer à ces nouvelles méthodes. Et quel impact finalement sur l'immobilier, sur ces bâtiments, sur ces entreprises, ces sièges sociaux qui sont aujourd'hui quasi vides? Bon, c'est un sujet passionnant, je vais essayer de rester très bref parce qu'on pourra en parler pendant 1 heure, mais il n'y aura pas un modèle, il y a différents modèles avec des entreprises qui vont rester sur un modèle de 4 à 5 jours au bureau par semaine par employé parce que leur mode de management le nécessite. D'autres qui vont décider de rendre leur bureau, et celles-ci, nous avons déjà un certain nombre de demandes plutôt de start-up et scale-up qui nous disent « je rends mes bureaux mais je veux un abonnement avec une salle de réunion chez vous par semaine pour tout concentrer à ce moment-là ». Vous allez profiter de cette crise de l'immobilier. C'est un marché qui n'existait pas, profile. celui-ci. Et au milieu des entreprises qui vont choisir un modèle hybride. Et ce qui est certain, c'est que le rapport de force entre propriétaires et locataires sur des marchés très tendus de l'immobilier est en train de s'inverser et que les propriétaires aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que d'amener du service pour les employés des entreprises qu'ils veulent attirer et amener de la flexibilité avec des postes de travail à la demande et des salles de réunion à la demande pour faire en sorte que les entreprises aient la possibilité dans les années à venir de ne pas simplement être bloquées par un bail 369, mais d'avoir un bloc de bail rigide et à côté de ça, de la flexibilité à la demande pour absorber les pics et les creux des sinusoïdes. Philippe Vivien, vice-président d'Alexio, votre réaction quand vous entendez ça, vous qui êtes aussi un observateur éclairé de cette crise sans précédent qu'on est en train de vivre? Le constat, il est simple et on vient de le donner tous ensemble, c'est qu'on fait face à des situations extraordinairement différentes. Entre je multiplie par 2, je supporte des patrons de PME dans une vie compliquée, entre une réinvention totale d'un modèle, on voit bien qu'on fait face à des situations extrêmement différentes. La bonne nouvelle, c'est que globalement, tout le monde a été plutôt résilient. La bonne nouvelle, moi je suis plutôt du côté des DRH, donc la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi dans les entreprises à faire des choses qui paraissaient impossibles, depuis la direction générale jusqu'aux syndicalistes. On a vraiment vu des révolutions se passer, et je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir capitaliser en 2021. C'est-à-dire, si je reprends ce qu'on a vécu, les entreprises qui devaient et qui ont pu se réinventer et se recréer ont réussi à recruter probablement comme elles n'auraient pas réussi à le faire parce que la concurrence sur le marché du recrutement a été complètement déséquilibrée et celles qui étaient en situation de recrutement étaient capables de faire des choses magnifiques dans des temps de recrutement qu'on n'avait pas connus depuis des années. Celles qui devaient se réorganiser et se restructurer ont pu le faire aussi. Ça, c'est vraiment le premier sujet. La question, c'est, comme toujours dans ces cas-là, et quand on réfléchit sur à la fois le courage managérial et la crise, c'est est-ce qu'on est allé assez loin dans les deux cas? Alors, je vous pose la question justement. Et ça, c'est vraiment un des points. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en particulier, alors surtout pour les entreprises qui vont pas bien, qui vivent des moments difficiles, on a vécu deux temps. On a vécu le temps de, grosso modo, jusqu'à l'été dernier, avec, et si on prend les relations sociales, les réorganisations, les restructurations, toutes les négociations, une première série de négociations qui ont permis d'adapter les entreprises, souvenez-vous, négociations sur le sanitaire, sur le confinement, sur la sortie de confinement, sur un certain nombre d'éléments sur les statuts des salariés. On a quand même pas mal d'entreprises, je ne vais pas dire ont profité, mais ont de facto dû passer par là. Un certain nombre de départs, de plans de départ. Nous, on a travaillé sur beaucoup de plans de départ. Et on voit bien que
il se prépare une deuxième vague. On est toujours aujourd'hui avec les mesures gouvernementales dans une économie globalement sous perfusion. La question, c'est quel va être, en termes de courage managérial et gestion de la crise, je vais presque dire le deuxième trimestre 2021. Donc vous êtes en train de nous dire, alors qu'on parle de troisième vague sanitaire, qu'on doit se préparer finalement à une deuxième vague sociale. Il y aura une vague sociale, ouais. ça paraît évident, sachant que la première a été, somme toute, relativement modérée, grâce aux mesures gouvernementales. Simplement, le maintien des mesures gouvernementales ne pourra pas être ad vitam aeternam. C'est ce qu'on disait, il y a peut-être un effet décalage. Absolument. Ce qui ne s'est pas passé en 2020 va sans doute se produire Absolument. en 2021. Ça veut dire que cette deuxième vague sociale, elle va être beaucoup plus, plus dure, beaucoup plus sévère que la première. Oui, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que des entreprises vont devoir prendre des décisions au-delà de ce qu'elles avaient prise précédemment. Soit elles avaient pris une première série de décisions, soit elles ne l'avaient pas prise, et il va falloir faire en une seule fois ce qui aurait pu être déjà anticipé. Et deuxième sujet, ça veut dire, et là, je veux dire, moi je m'adresse à des directeurs financiers, ça veut vraiment dire que le binôme directeur financier et DRH va avoir un rôle majeur l'année prochaine. S'il était une année où il ne faut pas qu'il y ait une feuille de papier à cigarette entre les deux, ça va bien être 2021. Parce que pour réussir à mettre en œuvre les budgets qui sont en train d'être préparés ou qui sont validés, il va falloir embarquer le corps social, il va falloir embarquer tout le monde, et quelles que soient les difficultés. Et ça va être pour moi l'élément absolument critique de l'année à venir. Pascal Ferron, une réaction à ce qu'on vient de dire ? Alors moi je ne crois pas exactement à une deuxième vague plutôt sociale, parce que pour le moment, il y a trois quarts des dépôts de bilan qui n'ont pas eu lieu cette année. Donc peut-être qu'ils vont avoir lieu. Effectivement, tout le monde est sous perfusion, mais tout le monde tient le coup. Et tous ceux qui, pendant ce temps-là, tiennent le coup et ont repensé à leur stratégie, vont se réadapter à partir de 2021. Donc ça veut dire que dans un certain nombre d'entreprises, il y aura sûrement une réadéquation des effectifs et des ressources par rapport à la stratégie qui est mise en œuvre. Mais ça veut aussi dire recruter. Donc effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont profité pour recruter, nous personnellement aussi. Là, on a plein de collaborateurs qui vont rentrer à partir du mois de janvier parce qu'on anticipe une hausse relativement significative. Donc c'est une réadéquation du marché de l'après, je dirais, par rapport à la stratégie de chacune des entreprises. Parce qu'en plus, en période de crise, non seulement on prend des décisions beaucoup plus rapidement et on les met en œuvre beaucoup plus rapidement et on s'aperçoit que ça marche, ce qui veut dire que finalement, les problématiques, c'était jamais des problématiques financières, jamais des problématiques de moyens, de ressources, etc. C'était surtout des blocages psychologiques qui faisaient en sorte que ça n'avançait pas. Donc là, la crise a fait en sorte que ça avançait. Maintenant, il y a tout le déroulement de la mise en œuvre. Donc est-ce que ça va rencontrer effectivement le bon marché ? Personnellement, je suis plutôt, en tant qu'entrepreneur, un optimiste. Donc je pense que oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de licenciement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de restructuration. Effectivement, dans les grands groupes, il y a 25% de plus de dépôts de bilan, mais c'est très marginal puisque ça fait 8 sur 40, donc c'est pas très significatif. Et Vivien, on parlait à l'instant des nouvelles formes de travail qui vont se mettre en place. Il y a Sébastien Vazin, le patron d'Accor, qui veut transformer une partie de ses hôtels en espace de coworking. Attention Victor, ce sera un concurrent très sérieux. Le télétravail va se développer, le travail hybride. Ça a été dit déjà largement, je crois que oui, effectivement. Enfin, moi je crois vraiment à cette hybridation. La difficulté du mot télétravail, moi j'ai toujours un sujet, c'est que télé ça fait plus canapé que travail. Et il y avait souvent une opposition. Ça c'est ce qu'on croyait avant. Voilà, exactement. Et il y avait une opposition. Exactement, il y avait une opposition. Et là, on est en train de créer des nouveaux modèles de fonctionnement entre ceux qui vont être dans l'usine, ceux qui vont être dans les bureaux, ceux qui vont être chez eux, ceux qui vont être dans des lieux tiers. Et je pense que c'est ça qui va vraiment être la clé. Alors après, la question c'est quel est le bon nombre de jours ou pas. Honnêtement, je crois qu'on ça dépend des entreprises, ça dépend des secteurs, ça dépend de la culture. Il va falloir qu'on arrive à le vivre. Moi, j'ai simplement, je dis toujours la même chose, c'est que, alors pardonnez-moi, je n'utiliserai pas le mot business, mais les activités qui ont 2000 ans et qu'on connaît bien, elles ont 4 caractéristiques. Un grand livre, qui est l'histoire de l'entreprise, la vision, la mission, des gens qui l'incarnent, des dirigeants, des maisons de famille et des devoirs à la maison. Je ne crois pas en un business qui n'aurait pas de maison de famille. Parce que c'est des lieux où on va créer des rites ensemble. C'est ces lieux de collaboration, de création, d'innovation. Et je pense que tout l'enjeu, ça va être de créer cette bonne martingale entre eux. Comment est-ce qu'on arrive
à embarquer tous les salariés On pose la question, parce que les salariés sur des sujets comme ça, ils disent les choses telles qu'ils les sentent. Il faut là encore aussi avoir le courage de poser les bonnes questions, et très très vite on s'aperçoit qu'on arrive à trouver les bons éléments. Et ça ne va pas modifier l'entreprise, sa culture Ça va complètement modifier l'entreprise. Mais je veux dire, le monde n'est plus... Enfin, on est passé du monde d'avant à un nouveau... On est en train de rentrer dans un nouveau monde, et c'est évident que l'un des enjeux des dirigeants, ça va être capable de mettre tout ça en place. Ça va vraiment être capable de faire table rase d'un certain nombre de leurs certitudes. Et c'est vrai que c'est pas simple, mais je pense que, ça a été dit par Victor, il faut poser la question, on va trouver des réponses, et il y aura du test and learn, et puis on refera, et puis on fera bouger les choses. C'est pas très compliqué. Victor Caro, on s'adapte en permanence, finalement. Je pense qu'il le faut, je pense que c'est crucial. Il y a une question de savoir déjà qui va travailler sur ces sujets, et je crois beaucoup à cette hybridation des sujets qui ne vont pas simplement être gérés par exemple, un directeur de la qualité de vie au travail, mais au contraire, le combo DRH, directeur financier, CEO. Et ça va être passionnant parce qu'en fin de compte, ça met en place tous les besoins. Et je pense plus généralement que cette année, c'est comme si chacune de nos entreprises était une voiture sur une route qui était soit sinueuse, soit très large. Ça dépendait un peu de comment on voyait l'avenir. Et avec le brouillard qui est tombé, le brouillard du Covid, théoriquement, la tentation, elle est forte de tous se garer sur le bas-côté en se disant on va attendre de voir ce qui va se passer. Je pense que justement, dans ce genre d'année, il faut continuer d'avancer, se réinventer, parce que sinon, la voiture qui est garée, on n'est pas sûr si elle redémarrera, si les équipes y arriveront, ainsi de suite. Pascal Ferron, exactement, je pense. Pour reprendre cette image, exactement la l'effet même chose. anti-brouillard. Mais surtout, chaque chose est vraiment spécifique. Un entrepreneur est condamné à s'adapter en permanence. Alors, ce que fait la crise, c'est que ça l'oblige à s'adapter beaucoup plus rapidement. Et sur les collaborateurs, effectivement, bien sûr, il faut leur poser la question. Moi-même, j'ai été particulièrement surpris. Après le premier confinement, j'ai fait le tour des bureaux, d'un certain nombre de bureaux, et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, franchement, je m'en souviendrai, parce que dans 15 jours, je pars à la retraite, et j'avais jamais vu ça. Et des gens qui n'étaient pas particulièrement geeks, qui avaient des moufles plein les mains, et qui se sont mis chez eux à télétravailler d'une manière fantastique. Donc oui, ça va être très, très sur mesure, au cas par cas. Dans tous les cas, il faut une réflexion stratégique globale, et c'est parfois ce qui manque aux entrepreneurs, surtout aux petites entreprises. Christian Resson, est-ce que vous êtes toujours en duplex avec nous? Oui, apparemment. Une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Oui, je partage vraiment tout ce qui a été dit par vos invités. Les conditions de travail, c'est sûr que ça change. J'étais très étonné au début de crise que les grands acteurs américains décident de mettre tout le monde en télétravail pendant 1 an ou 2 ans. Pour moi, c'est un peu de l'inconscience, et il y a cette tentation de parfois, pour inventer ce futur du travail, d'être guidé par des conditions avant tout financières et comptables, en oubliant que nous parlons à nos salariés, nous parlons à nos employés, et que cette matière vivante a véritablement des attentes. Pour elles aussi, ce sont des bouleversements fantastiques au niveau personnel. Donc, mais je vous l'avais déjà dit, écoutons nos salariés, écoutons nos employés, et inventons avec eux ce futur du travail. Peut-être deuxième réflexion aussi, c'est que vous l'avez exactement dit, et je pense que Victor en est un parfait exemple. Cette nouvelle normalité qui est en train d'arriver ouvre également un champ des possibles et un champ d'opportunités qui était énorme. Il y a beaucoup de choses qui sont réinventées, pas que sur les conditions de travail, mais autre chose. Et donc, il y a plein de projets, nous on le voit à notre niveau, il y a plein de projets que nous sommes en train de lancer et qui n'ont été révélés que par cette nouvelle normalité. Il faut s'adapter en permanence par ces nouveaux marchés, écouter ses salariés, écouter ses clients. Et je pense que l'erreur, et ce qui serait peut-être le plus risqué pour l'année prochaine, c'est de ne pas écouter ce marché-là qui est en train de bouger de façon extrêmement vite, donc de ne pas écouter et de ne pas s'adapter rapidement à cette nouvelle demande. Philippe Vivien, la tâche est vraiment immense pour les PDG, pour les directeurs financiers, pour les directeurs des ressources humaines, pour des spécialistes finalement des relations sociales comme vous. Il faut écouter effectivement le marché, il faut écouter les salariés et après oser parler et oser dire des choses, avoir le courage de dire des choses qui font pas forcément plaisir à tout le monde. Mais vraiment, nous, ce qu'on constate, c'est une vraie attente de la part des salariés qu'on leur dise les choses. Et c'est pas parce qu'on sait pas exactement... Un langage de vérité ? Vous savez, j'ai une phrase toute simple. Un dirigeant qui n'est pas cru est cuit.
C'est tout simple. Et je pense qu'elle s'applique dans tous les cas de figure, et encore plus aujourd'hui, et encore plus dans l'incertitude. Parce que, aucun salarié ne nous reprochera de ne pas savoir ce que sera le monde fin 2021. Par contre, il peut nous reprocher de ne pas lui donner de la visibilité et des éléments sur lesquels il va pouvoir s'engager. Je pense besoin de savoir, besoin de parler. Besoin de parler, besoin d'écouter, et c'est bêtement du respect. C'est le respect pour tout le monde qui vit... Tout le monde, à la fois, je dirais, en tant que citoyen et que salarié, vit un moment difficile. Donc c'est vraiment une façon aussi de montrer que, de ce point de vue, l'entreprise est respectueuse. Pascal Ferrand. Complètement d'accord avec ça, mais ça c'est valable de tout temps, je dirais, et c'est encore plus renforcé en période de crise. Il faut être complètement transparent. Je vois, par exemple, en télétravail, quand il a fallu les remettre en télétravail chez nous pour le deuxième confinement, il y en a plein qui nous ont dit non, surtout pas. Et donc on a modulé. Il y en a qui sont à temps plein parce qu'ils s'y plaisent, parce qu'ils sont efficaces, parce que ça correspond à ce qu'ils veulent faire, et d'autres pas du tout. Et qui ont besoin du contact humain régulier tous les jours avec une certaine routine pour venir travailler au bureau. Donc ça va être complètement du sur-mesure. Et toute la capacité des entrepreneurs et des managers va être de mettre en place ce sur-mesure dans le cadre de la vision stratégique qu'ils ont de leur entreprise, tout en conservant leur ADN, mais simplement ce sont les modalités de l'ADN et de la mise en œuvre qui vont être différentes. L'incertitude, c'est finalement ce qu'il y a de pire, quand même, pour les salariés, pour les dirigeants. Comment est-ce qu'on peut rassurer? Vous l'avez dit, en parlant, en libérant la parole, en ayant un langage de vérité. Est-ce qu'il y a d'autres outils que l'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a des postures à adopter pour, encore une fois, faciliter ce travail et cette transformation? Je crois que la principale posture, c'est vraiment la posture d'aller au-devant d'eux, d'aller au-devant des salariés, d'aller au-devant de l'ensemble de ces équipes. Et deuxième élément, donc organiser des réunions et puis faire le chez Comet Meetings, par exemple. Exactement, faire avancer les choses comme ça. Deuxièmement, ne pas hésiter à vraiment voir tout le monde, c'est-à-dire vraiment utiliser... c'est bien beau la hiérarchie, mais de temps en temps, dans des moments comme ceux-là, c'est le moment où il faut aller, avoir des capteurs qui sont au plus près du terrain et qui sont au terrain. C'est vraiment un point important. Et deuxième élément, je l'ai dit, c'est véritablement, même si on ne sait pas, je dirais, de quoi sera fait fin 2021, commencer à mettre des jalons. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup, c'est de se dire, finalement, une année comme l'année 2021, on va la séquencer en 2 périodes. Le deuxième semestre, personne ne sait ce qu'il sera. Au moins, travaillons sur le premier semestre en se disant, il y a un premier trimestre qui est à peu près connu maintenant. On y est dans ce premier trimestre. Alors après, ça va dépendre de 3e, 4e confinement, j'en sais rien, mais il y a un premier trimestre qui est à peu près connu. Et puis, il y a le deuxième. Et toute la question, c'est on prépare et on communique et on met en œuvre le premier pour avoir des marges de manœuvre sur le deuxième. C'est-à-dire, c'est pas la peine de dire on va faire comme ça et ça va être terminé. Non, on fait le premier et on fait bouger les choses. Et tout ce rééchelonnement du temps, je crois que c'est important. Et je le vois, moi je le vis avec des directeurs des ressources humaines. Je pense que c'est encore plus important pour les directeurs financiers, où globalement les décisions sont prises quasiment sur des cycles annuels. On fait des budgets. On met en place des choses comme ça. La question, c'est quel mécanisme intellectuel on met en œuvre pour être capable de refaire tourner ces moulinettes et de se dire, si le budget, on va pouvoir faire... Je pense que quand Mano faisait son budget et que 2 mois après, il s'aperçoit qu'il fait 4 fois le chiffre d'affaires, voilà, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on fait sur cette base-là? Et je crois qu'il va falloir qu'on soit capable d'avoir des focales qui sont extrêmement variables et de faire des points assez rapidement et de communiquer. Et à partir de là, les salariés jouent le jeu. Oui, communiquer, vous disiez tout à l'heure, parler à tous. Christian Hesson disait tout à l'heure que certains managers se sont révélés vraiment dans cette crise. Est-ce qu'on peut dire que les relations hiérarchiques, là aussi, ont été complètement bouleversées? Je crois, Est-ce qu'il y a un avant et un après, là aussi? C'est la première fois que les dirigeants parlaient directement à leurs salariés, de manière massive, au-delà simplement des vœux de début d'année. Combien il y a eu? Il y en a eu beaucoup de prises de parole. C'était sur la gestion de crise, là. Oui, mais justement. Mais maintenant, ils ont créé une attente. Exactement. Ils ont créé une attente en disant maintenant, chef, où est-ce qu'on va? Et c'est pas seulement comment on gère un moment difficile ensemble, c'est où est-ce que tu nous emmènes et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour réussir. Allez, il nous reste quelques minutes peut-être pour conclure sur ce thème. On parlait de gestion de crise, gestion de l'incertitude, prise de risque. Pascal Ferrand.
Alors juste, c'est pas l'incertitude qui est le pire pour un entrepreneur, parce qu'il est en permanence dans l'incertitude. Simplement, c'est le degré de l'incertitude qui doit lui permettre de réadapter en permanence. Le pire, c'est l'impuissance, le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire arriver dans un endroit où on est tellement contraint qu'on ne peut rien faire. Donc là, je pense aujourd'hui à certains secteurs qui ne peuvent pas ouvrir, et ce sentiment, c'est d'une frustration énorme. Donc c'est ça le pire, c'est pas l'incertitude. L'incertitude, elle est permanente. Dans le monde dans lequel on vit, elle sera de pire en pire, et ça variera de pire en pire. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est le cap stratégique avec la vision stratégique, et ensuite les modalités pour aller vers le cap stratégique, il faut les adapter en permanence. Et pour revenir sur les budgets, et c'est aussi un expert comptable qui vous parle, des budgets avec des plans à moyen terme, comme peuvent demander les banques sur 3 ans, sur 4 ans, c'est juste impossible. Les plans à moyen terme, ils doivent se réadapter quasiment au mois le mois. Et Vivien, comment on fait pour se projeter, pour communiquer quand on est dans des secteurs, comme l'a dit tout à l'heure Pascal Ferron, des secteurs qui sont impactés de plein fouet par la crise, l'hôtellerie, la restauration, les transports, l'événementiel, pour ne citer que. Pour accompagner pas mal d'entreprises de ces secteurs, on dit les choses. Et si on doit prendre des décisions difficiles de restructuration, on les prend, on explique pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, les salariés comprennent. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont simples à comprendre. Regardez aujourd'hui, même dans ces secteurs où il y a eu beaucoup de négociations sur des restructurations, elles se sont passées parce que c'était une évidence pour tout le monde qu'à un moment donné, l'effectif, la jauge, était trop haute. Et je crois que la pire des choses, ce serait de laisser penser que on va attendre, on va procrastiner et on va faire demain ou après-demain. Et je crois que c'est vraiment le moment de se réinventer, de réinventer son modèle de relations sociales avec ses syndicats, son modèle managérial, et les choses vont se mettre en place. Victor, vous vous êtes réinventé par la force des choses. Comment est-ce que vos salariés ont vécu tout cela? Je pense notamment à tous ceux qui travaillent dans les bâtiments qui sont aujourd'hui encore fermés. Alors effectivement, le vécu a été très différent, mais globalement, entre ceux qui ont continué de travailler et ceux qui ont été mis au chômage faute de pouvoir avoir des bâtiments opérés, globalement, la crise était bien vécue, et je pense qu'on sort de cette année beaucoup plus fort, à la fois parce qu'on a tous, en tout cas au niveau managérial, eu la chance de se payer un MBA en management du risque qui était assez coûteux, mais qu'on a malgré tout maintenant. L'autre chose, c'est qu'on a beaucoup communiqué. Je ne dis pas qu'on a fait les choses parfaitement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a bien fait, il y en a beaucoup qu'on pourrait mieux faire, mais on a essayé d'aller à l'encontre de cette croyance que c'est uniquement quand on sait qu'il faut communiquer. Je pense que là, on ne savait pas, et c'est ce qu'on vient de dire. On ne savait pas et on a communiqué quand on ne savait pas. Et on a aussi beaucoup... on a été aussi assez proche d'un baromètre. Un baromètre annonce le temps qu'il va faire. Et à chaque fois, lorsqu'on était en période difficile, on parlait de la suite, en parlant également de notre objectif, notre mission à l'horizon 5 ans. Donc on parlait de la stratégie et on annonçait aussi ce qui allait arriver, ce qui veut aussi dire que post-déconfinement, lorsque nos bâtiments rouverts, on a préparé tout le monde au fait qu'une nouvelle crise allait arriver, qu'une nouvelle vague serait très probable. Voilà, donc on a surcommuniqué et rappelé quelle était notre vision. Pascal Ferron, un dernier mot, un dernier message peut-être pour tous ceux qui nous regardent, tous les directeurs financiers. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ils doivent s'anticiper à un fort rebond. Parce que même si la Banque de France prévoit un rebond moyen de 5%, les gens ont tellement envie de se retrouver, tellement envie d'aller dans les restaurants, tellement envie de voyager, etc., que mon opinion, qui n'est étayée par aucun chiffre, qui est juste un sentiment global par rapport à l'ensemble de mes clients, c'est qu'on va plutôt se situer dans la fourchette haute qui va plutôt être de 7 et 8%. Donc anticiper un fort rebond. Philippe Vivien. Mettre en place tout ce qui doit être mis en place. C'est vraiment utiliser cette année. On reparle de cette collaboration étroite entre le directeur financier et le directeur des ressources humaines. Les RH, l'ensemble des managers, qu'il n'y ait qu'une seule voix. La pire des choses serait celle-là. C'est que le DRH ait un discours, que le directeur financier ait un discours et qu'à la fin, en bas, on se dise mais à quoi il joue là-haut et ça, c'est vraiment pour moi l'élément clé du travail en commun. Victor, un dernier mot? Non, je pense que c'est ça. Je pense que l'idée est d'avoir les yeux grands ouverts parce qu'on va devoir se réinventer et il faut savoir saisir les signaux faibles qui vont nous permettre de savoir où aller demain. Merci à vous quatre d'avoir participé. Peut-être le mot de la fin pour vous, monsieur Resson. Ouais, très rapidement, merci. Ma réflexion, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est en crise sanitaire liée à une crise environnementale. On attend une crise sociale. Je ne vous parle pas des crises terroristes aujourd'hui qu'on a en Europe.
Donc, je pense que ce monde de crise, ça va devenir un monde permanent. Donc, il faut bien être clair que c'est pas un passage. La nouvelle normalité, c'est ce monde qui va être en crise. Ce qui signifie que pour vos salariés, il y a une quête de sens qui est de plus en plus importante. Et donc, nous, en tant que dirigeants, en tant que créateurs d'entreprise, ce sens-là, c'est une chose qui va être encore plus prégnante au sein de vos entreprises. Et donc, charge à nous de faire partager et de faire adhérer et de créer cette adhésion à un sens, à trouver ce sens-là et à le faire adhérer à nos équipes. Et c'est ça qui nous fera tenir notre lien social, interne ou en externe. Mais c'est vraiment ce sens-là et qui est très, très lié, je pense, à l'environnement. Et deuxième réflexion, encore une fois, cette monde de crise nous donne un énorme éventail de nouvelles opportunités. Prenons-le, n'arrêtons pas de rêver, surtout pas. Ayons des rêves encore plus grands grâce à ces crises. N'arrêtons pas de rêver. Voilà le mot de la fin, on l'a trouvé. Merci beaucoup Christian Resson d'avoir été en duplex avec nous. Merci à vous trois d'avoir été sur ce plateau. Financium continue. Rendez-vous ce soir à 18h pour la cérémonie de la remise du trophée du directeur financier, mais aussi le prix du jeune financier. Excellente journée à tous. Merci.